BFM Business, midi, l'heure H. L'invité. Comment le secteur de la presse a-t-il traversé la crise et quels sont aujourd'hui les grands chantiers imposés notamment par l'accélération du digital? On va en parler avec Louis Dreyfus, président du directoire du Monde et de la coopérative des quotidiens. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. La crise sanitaire a généré un paradoxe. Le besoin d'information, la demande pour l'information a été particulièrement fort pendant les semaines de confinement. Mais en parallèle, la publicité a dégringolé et évidemment ça pèse sur la rentabilité de tous les groupes qui dépendent de la publicité. Comment est-ce que vous avez, au Monde, traversé cette crise? On a été évidemment, comme tous, très secoués par la crise. La première étape, ça a été la décision que nous avons prise, Jérôme Finoglio, qui est le directeur du journal, et moi-même, d'inciter tout le monde à partir en télétravail dès le 13 mars, en disant il est en train de se passer quelque chose de majeur, on souhaite protéger d'abord les salariés. Et puis, vous savez, au Monde... toute actualité particulièrement intense, inédite, galvanise les équipes parce qu'effectivement, c'est ce qui fait le sel du journalisme, c'est d'être en première ligne sur ces moments-là. Donc on a réussi, tout en mettant 100% des salariés en télétravail, à continuer à produire le journal, produire le site. Et c'était d'autant plus important qu'effectivement, comme vous le disiez, il y a eu une appétence très forte des Français pour de l'information, pour comprendre ce qui se passait. Alors c'était vrai pour Le Monde, c'était vrai pour un autre de nos magazines, Courrier International, qui a vu ses ventes augmenter de 30% pendant toute la période de confinement. C'est-à-dire qu'on a bien vu que dans cette période de crise majeure, nos lecteurs ou les internautes cherchaient à avoir plus d'informations, une information contextualisée, une information vérifiée. Et là, le fait d'avoir autant de journalistes, parce que nous avons aujourd'hui au Monde plus de 450 journalistes, qui se compare à environ 300 journalistes il y a 10 ans. Donc on a fait ce choix d'investir dans le journalisme de qualité. Et bien dans ces moments de crise, c'est le moment où vous pouvez déployer un maximum de ressources et donner à lire et à voir à vos lecteurs. Et donc, effectivement, on a eu une progression de nos ventes, une progression très importante de nos abonnements numériques. Pendant le confinement. Pendant le confinement. Concrètement, on était fin 2019 à un peu plus de 200 000 abonnés purs numériques, ce qui est très important. On était déjà leader sur le marché français. Aujourd'hui, on est à plus de 300 000. C'est-à-dire en 3 mois, on a eu une augmentation de 50% de nos abonnements numériques. Donc ça, c'est très bien. Mais pour notre modèle économique, effectivement, en parallèle, il y a eu un trou d'air publicitaire. C'est-à-dire que les annonceurs ont du jour au lendemain arrêté d'investir en dépenses marketing, ce qu'on peut comprendre finalement, puisque il y avait d'abord des Français qui étaient confinés, et puis un risque sur l'économie des sociétés qui fait que chacun a préféré désinvestir. Et donc on s'est retrouvé avec cette situation très paradoxale, c'est-à-dire qu'un journal qui était de plus en plus lu, et de manière de plus en plus longue, on a les chiffres qui nous le montrent, et en même temps des annonceurs qui se retiraient dans l'attente de comprendre quel était l'impact économique pour eux de la crise sanitaire. Alors c'est quelque chose qui s'est produit aussi pour les chaînes d'infos, on le connaît bien ici dans ce groupe à BFM. Vous êtes inquiet de ce recul des investissements publicitaires? C'est un trou d'air ou est-ce que, compte tenu de la crise qui s'annonce, on risque d'avoir des mois difficiles à passer? Moi, je pense aujourd'hui, les premiers chiffres qu'on a pour l'été et le début et la rentrée, nous incite à être un peu plus optimiste. C'est-à-dire qu'on voit nos grands partenaires annonceurs revenir, nous solliciter pour revenir dans les pages du journal et sur le site. Malheureusement, je crains que ce soit vrai pour les grands groupes médias, les marques statutaires, les marques qui avaient pu développer leur audience, mais pour les titres plus petits, les groupes plus marginaux, ça sera compliqué aujourd'hui de reconquérir ce marché publicitaire. Donc il y a un risque effectivement pour notre secteur qu'il y ait une consolidation excessive autour de quelques grands groupes, alors même que ce qui fait la qualité de nos médias, c'est aussi leur diversité et leur richesse. Il y a peut-être aussi l'exposition au marché publicitaire. Au Monde, ça représente quel pourcentage de votre chiffre d'affaires? Alors, c'est vrai que nous, en misant sur le lectorat, les ventes papier et l'abonnement numérique, on est arrivé aujourd'hui à plus de 70% de nos revenus qui viennent de nos lecteurs. Et donc, quand vous avez un trou d'air publicitaire, ça n'affecte que 30%. Que 30%. Donc, c'est important en termes de marge, mais le fait que les abonnements numériques augmentent à ce rythme
permet de compenser une partie de cette perte. Et nous, on pense, au Monde, on s'est fixé un objectif que j'espère qu'on tiendra, qui est en 2025 d'atteindre 1 million d'abonnés purs numériques. On parlera de votre stratégie numérique dans un instant. J'aimerais qu'on termine avec la crise sanitaire. Certains magazines, notamment dans la presse féminine, ont été contraints de suspendre leurs publications. On sait que la presse féminine dépend beaucoup des recettes publicitaires. Vous pensez qu'il y aura des faillites nombreuses, peut-être ? Je pense qu'il y a un risque de faillite et que les titres qui ont décidé de retarder ou de suspendre leur parution ont pris un vrai risque. C'est-à-dire que parmi les risques auxquels nous sommes confrontés, c'est le risque de déshabituer les lecteurs d'acheter la presse, retrouver la presse en kiosque. Le gouvernement avait décidé que la presse faisait partie des biens de première nécessité. Ça, c'était un acte de foi important dans notre secteur, puisque les kiosques pouvaient rester ouverts. Donc, à l'exception des gares et des aéroports qui étaient fermés, nous, on a vu une augmentation du trafic en kiosque. C'est-à-dire, les gens, même en période de confinement, allaient acheter un exemplaire papier. Voilà. Donc, et je pense que si on peut parier que nous vivons aujourd'hui, nous traversons un trou d'air publicitaire, ce qui est capital, c'est de nous assurer que nous gardons le lien avec nos lecteurs. Et donc, nous, on a veillé, en tout cas au groupe Le Monde, à ne pas suspendre de parution, à ne pas retarder des parutions, mais au contraire, d'être au rendez-vous, qui est un rendez-vous important pour nos lecteurs. Est-ce qu'il y a dans votre groupe des publications, des titres en particulier, qui ont été beaucoup plus fragilisés que d'autres par cette crise ? Celui qui a été le plus impacté, c'est Le Monde. Puisque c'est celui qui a la part de marché publicitaire la plus importante, et en même temps c'est celui qui a bénéficié le plus de la croissance des abonnements numériques. Donc ça se compense. Vous pensez qu'il faudrait un plan d'aide du gouvernement plus spécifique, plus important pour la presse ? Je pense que s'il n'y a pas effectivement un plan d'aide organisé par le gouvernement et notamment par le ministère de la Culture, on aura beaucoup de titres qui vont devoir s'arrêter. Et en termes de bassin d'emploi, puisque c'est une des priorités du gouvernement, ça risque d'être dramatique. On était des gens d'un secteur sinistré et il faut absolument trouver un moyen pour accompagner les groupes, qu'ils soient petits ou gros, dans cette période, qui est une période forcément transitoire, mais qui est particulièrement difficile. La presse est un secteur fragile, déjà confronté depuis quelques années à une gigantesque mutation, celle du numérique. Les journaux ont eu du mal à trouver un modèle économique rentable dans le numérique. Et vous faites partie des quotidiens qui ont réussi leur stratégie numérique. Expliquez-nous. Il y a une quinzaine, vingtaine d'années, les sites internet des grands médias sont partis, à mon avis, sur une illusion qui était le tout gratuit, en disant on va capter une nouvelle audience, qui sont une audience plus jeune, on va leur donner nos articles gratuitement et on va vivre avec la publicité. Mais on pensait à cette époque-là que le digital resterait peut-être marginal et que l'essentiel se ferait toujours sur les ventes papier. Oui, et que le marché publicitaire serait beaucoup plus vigoureux. Et on a donné l'habitude aux internautes de lire des articles gratuitement. Et c'est très compliqué d'inverser cette tendance. Au Monde, quand moi je suis arrivé à la présidence du groupe il y a 10 ans, avec Xavier Niel, Pierre Berger et Mathieu Pigasse, on a décidé d'investir sur le numérique et le numérique payant, en disant on va créer un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'on va recruter des journalistes qui vont faire plus de contenu, qui seront payants, mais qui vont attirer des lecteurs, qui vont gonfler le chiffre d'affaires, qui nous permettent de recruter, et ainsi de suite. Et donc c'est en ayant une politique d'investissement relativement coûteuse mais ambitieuse qu'on a réussi à ça. Concrètement, si vous regardez il y a 10 ans, Le Monde devait avoir 20 000 abonnés purs numériques. Aujourd'hui, on en a plus de 300 000. Donc on a réussi ça, on est leader de très loin sur le marché français, mais ça a été une période longue, et il est possible aussi que ce que Le Monde a réussi, parce que Le Monde a une histoire très particulière dans les médias, Le Monde a un positionnement très particulier auprès des étudiants, auprès des parents, auprès des enseignants, tout le monde ne puisse pas le réussir. Donc c'est vrai pour les titres très haut de gamme, on a l'exemple du New York Times que nous suivons, qui doit aujourd'hui atteindre 5 millions d'abonnés purs numériques. Nous, on considère qu'on doit pouvoir atteindre le million d'abonnés purs numériques. Tous les titres, malheureusement, ne peuvent pas avoir ce type d'ambition parce qu'ils peuvent avoir un lectorat soit plus ciblé, soit plus populaire. Et là, pour eux, il y a de vraies difficultés. Qu'est-ce que vous avez imité, copié éventuellement du New York Times ? Je sais que vous regardez beaucoup ce qui se fait à l'international et notamment donc, le New York Times qui est vraiment une référence en matière de presse numérique. La première chose qu'on a suivie, mais qui fait partie de l'ADN du Monde bien avant
le lancement du site internet, c'est la qualité et la rigueur de l'information. En disant, si on doit conquérir un public d'internautes qui vont payer pour des contenus, il faut que cette information soit extrêmement rigoureuse, extrêmement diversifiée. C'est pas pour rien que Le Monde est le média français qui a le plus de correspondants à l'étranger. On cherche à avoir ça. Et puis après, on a cherché à creuser des thématiques sur lesquelles on pouvait être plus fort et avec des informations exclusives. Est-ce que c'est pas plus difficile dans l'environnement numérique de s'imposer comme un média de qualité? Sur Internet, on a l'habitude de trouver énormément de contenu gratuit. Est-ce que c'est pas plus difficile qu'ailleurs de faire comprendre à l'internaute que l'information de qualité a un prix? C'est paradoxalement non. Je pense que plus vous avez de fake news, plus vous avez une demande des lecteurs de trouver de l'information fiable. Après, la question, c'est comment vous pouvez aller les chercher sur des réseaux sociaux gratuits et les amener à payer. Et là, on a travaillé beaucoup avec Facebook notamment, qui nous a aidé à comprendre quels étaient les centres d'intérêt des internautes sur Facebook et comment les amener à un moment payer pour des contenus. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que nos internautes qui payent, nos abonnés numériques, sont particulièrement fidèles et qu'on arrive à être sur une croissance forte. L'an dernier, nous avions une croissance de 34% de nos abonnés numériques. Cette année, on est sur une croissance de 50%. Ça commence à être, en termes de chiffre d'affaires, des chiffres très importants. Cette année, en 2020, le chiffre d'affaires de l'abonnement numérique du Monde sera supérieur au chiffre d'affaires publicitaire. Donc on est sur des vraies dynamiques. Le positionnement marketing du groupe, j'imagine que vous l'étudiez et vous le calculez soigneusement. Vous ne faites pas partie, par exemple, des bouquets de presse, vous savez, les caféines et autres. C'est un choix délibéré, j'imagine. Pourquoi ? Parce que on ne voit pas très bien le modèle économique des titres qui mettent leur contenu sur ces kiosques et qui vont n'avoir qu'une quote-part de l'abonnement à ces kiosques. Nous considérons que la position de leader nous permet d'avoir des abonnés qui ne sont abonnés qu'à notre titre. Vous n'êtes pas le seul, hein. D'autres quotidiens, grands quotidiens nationaux ont choisi le même positionnement. On choisit de se retirer. Alors que nous, depuis le début, on a choisi de ne jamais y aller parce qu'on a considéré qu'on allait probablement servir de locomotive pour d'autres, mais en tirer un bénéfice qui était très marginal. Et si vous regardez aujourd'hui le succès du Monde sur Internet en termes d'abonnement numérique, il n'est pas exclu que ce soit notamment le fait de ne pas être allé sur ces kiosques numériques qui explique l'importance de notre bassin d'abonnés numériques. Est-ce que le digital, selon vous, a fait disparaître la frontière entre les différents médias? Je m'explique, ici on est une radio, BFM Business, qui est aussi devenue une télévision. Vous êtes un journal qui devient un petit peu une radio avec des podcasts, et je crois que c'est quelque chose que vous allez développer. On essaye de diversifier les formats sur lesquels on peut travailler. C'est vrai que le Monde, il y a 20 ans, il y a 25 ans, n'avait pas de photos, était un journal particulièrement gris, avec une qualité d'écriture qui était reconnue. On cherche à garder cette qualité d'écriture, et quand vous avez des doubles pages d'Ariane Chemin, de Florence Aubenas, on garde cette qualité extraordinaire, mais on veut aussi aller effectivement sur d'autres territoires, qui sont souvent des territoires audiovisuels. Je vais prendre un exemple. Il y a un an, Luc Brunner, le directeur de la rédaction, a décidé de confier à une quinzaine de journalistes une enquête et un temps long sur les féminicides, pour suivre ce sujet, qui a donné lieu un an plus tard à un documentaire qui est passé en prime time sur France Télévisions. Donc on va chercher à aller explorer d'autres formats. De même que nous sommes désormais, on est depuis 3 ans sur Snapchat. On a une édition quotidienne, et tous les parents d'ados savent que Snapchat, le Monde sur Snapchat est très regardé. On doit avoir sur Snapchat 1,4 million d'ados français qui nous regardent. C'est considérable. Le Monde, vous l'avez peut-être vu, il y a 2 semaines, s'est lancé sur TikTok. Donc on va aller chercher, c'est une façon pour nous d'être plus en prise avec les nouvelles générations, d'explorer de nouveaux formats avec une rédaction souvent plus jeune, et puis petit à petit de les amener à des contenus qui sont les contenus payants, à plus forte valeur ajoutée. Et donc c'est ça ce modèle. Le développement des podcasts, vous allez continuer? On va continuer les podcasts. On a une hésitation sur le modèle économique des podcasts. C'est-à-dire que c'est très séduisant de se dire qu'on peut faire des podcasts. Si vous promenez dans les rues, vous voyez que beaucoup de gens ont des écouteurs, donc il y a des temps d'écoute qui sont probablement assez larges. Mais en termes de modèle économique, aujourd'hui, c'est compliqué à trouver. Les annonceurs restent
marginaux. Donc, les podcasts, une des pistes, c'est de l'intégrer à notre offre payante pour fidéliser nos abonnés. On va probablement faire d'autres expériences. On essaie juste que chacune de ces diversifications ait un modèle économique, puisqu'elle a vocation à permettre de financer la rédaction du papier comme du numérique. Alors, le développement du numérique a eu un impact sur la presse papier. La messagerie Prestalis a été confrontée à des difficultés financières insurmontables. Désormais, c'est France Messagerie et ça s'est fait quand même dans la douleur. Oui, ça s'est fait dans la douleur, ce qui est... et c'est très regrettable, mais on a été confronté à la fois à une crise économique, c'est-à-dire des coûts fixes de la messagerie qui n'étaient plus en rapport avec les volumes qui étaient des volumes baissiers, et plus certains grands groupes de presse magazine qui ont choisi de partir vers une autre messagerie. Donc face à un risque qui était un risque d'effondrement du secteur, c'est-à-dire de Prestalis, mais en cascade des diffuseurs, vous avez 23 000 diffuseurs en France, on a choisi, nous, Coopérative des quotidiens, de faire une offre de reprise pour une partie de Prestalis et de créer France Messagerie pour nous assurer qu'il reste un réseau de distribution en France. Quelle que soit la vitalité du numérique, les kiosques sont l'existence des kiosques à journaux est un enjeu démocratique. Dans beaucoup de villes, dans beaucoup de villages, une partie de l'information citoyenne passe par ces kiosques et journaux. Et j'espère que le ministère de la Culture et Roselyne Bachelot prendra ce problème à bras-le-corps. Il y a une question de rémunération des diffuseurs, c'est-à-dire que vous avez des diffuseurs qui ont un travail particulièrement astreignant, mal rémunérés, et si on veut que la presse puisse être distribuée, il faut qu'il y ait des diffuseurs. Au cours des 3 derniers mois de confinement, plus de 700 diffuseurs ont déjà fermé de manière définitive, alors qu'on était sur un rythme de fermeture qui était de l'ordre de 500 à 600 par an. Donc là, il y a une accélération. Je pense que le ministère de la Culture doit s'emparer de ce sujet et veiller à ce que nos diffuseurs soient mieux traités et qu'on soit plus vigilants sur l'existence de ce réseau. Mais est-ce que le système de distribution des journaux avec des anciens monopoles, est-ce qu'il ne fallait pas réformer ce système, peut-être l'ouvrir ? Il a été réformé. Oui, mais davantage. Prestalis avait 912 salariés, France Messagerie en a 265. Donc vous êtes sur quand même quelque chose qui est une réforme particulièrement lourde, douloureuse pour les salariés. Plusieurs centaines de salariés qui ont perdu leur poste à un moment où on entre dans une crise économique et alors même que pendant le confinement, ils ont tous été fidèles au poste. Donc oui, il y a une crise. Moi, je pense qu'avec une entreprise de 265 salariés, on est plus à même d'affronter la baisse des volumes et en étant plus rigoureux sur la gestion, d'offrir une prestation de bien meilleure qualité aux éditeurs, notamment magazines. Une actualité plus réjouissante, le déménagement de votre groupe dans le nouveau siège social Gare d'Austerlitz à côté pour les Parisiens. Oui, ça c'est un événement majeur à plus d'un titre. D'abord, en interne, évidemment, savoir que les actionnaires ont permis au monde de devenir propriétaire d'un siège qui fait 23 000 m². 23 000 m², c'est l'équivalent de Beaubourg. Donc on a un siège construit, dessiné par un architecte norvégien, Snohetta, qui est notamment dessiné l'Opéra d'Oslo. Donc d'abord, c'est une marque de confiance dans l'avenir. C'est-à-dire que nous sommes propriétaires de notre bâtiment et ce bâtiment a été construit pour faire, pour les journalistes et pour qu'on puisse faire du journalisme de qualité. Et puis, à une période où nos collaborateurs reviennent petit à petit du télétravail, leur dire revenez dans ce nouveau siège, puisque concrètement, nous avons déménagé les équipes pendant le confinement et donc elles reviennent maintenant dans un nouveau siège. À un moment où on cherche tous des perspectives et une forme de réassurance pour nos salariés, se dire qu'ils rentrent dans un immeuble neuf, objectivement superbe et dans lequel on espère bientôt pouvoir accueillir nos lecteurs dans des manifestations, c'est un message de confiance et d'espoir, donc ça tombe à pic pour nous. Un siège installé sur les bords de Seine à Paris, c'est aussi statutaire? Ça contribue à l'image peut-être et au rayonnement du journal? Vous parlez des salariés, mais oui, par rapport aux lecteurs, à la population? Je pense que pour nous, la préoccupation, c'était d'abord la qualité de travail pour les journalistes. Vous savez qu'on a des journalistes qui viennent très tôt le matin, on a un journal qui se boucle à 10h30. Faire le choix qu'ont fait Pierre Berger, Xavier Niel et Mathieu Pigasse ensemble, que notre siège soit dans Paris, en bord de Seine, un siège très central, c'était aussi une marque de reconnaissance de l'implication des salariés. Le télétravail, vous en avez parlé. S'il y a un métier qui se prête bien au télétravail, c'est le métier de journaliste. On peut le faire n'importe où, à distance, avec un téléphone, une connexion Internet. Vous avez l'intention de développer le télétravail ? Ma première préoccupation, c'est d'abord que les collaborateurs reviennent.
donc reviennent progressivement, reviennent sur la base du volontariat jusqu'au 1er septembre, parce que je pense que il est important de nourrir ce collectif et que le télétravail, d'abord, est particulièrement astreignant et fatigant pour beaucoup, qui ne sont pas toujours dans des conditions parfaites, et puis parce que les échanges de visu permettent de nourrir une réflexion, dégager des axes de travail. Donc on va essayer d'abord de faire revenir nos salariés, et puis, et c'était notre objectif bien avant cette crise, avec Jérôme Fénéglio, de discuter d'accords de télétravail pour progressivement permettre aux salariés une partie du temps d'être en télétravail, parce que en termes de qualité de vie, ça peut être structurant. Le confinement nous a montré ce que pouvait être le télétravail, avec ses avantages mais aussi ses excès et le danger que ça représente. Vous pensez qu'on avait trop misé dessus et que les entreprises qui ont annoncé le passage en tout télétravail, et je pense notamment à PSA, c'est un excès ? En tout cas, le télétravail dans une période où vous avez des écoles qui sont fermées est quelque chose de particulièrement compliqué pour beaucoup de salariés qui n'ont pas des logements ou un équipement informatique qui leur permet de s'isoler. Mais est-ce qu'on a mesuré vraiment toutes les implications du télétravail ? Ce que ça voulait dire en termes de groupe dans l'entreprise, en termes aussi de mode de vie, puisque c'est un changement radical et qui va bien au-delà du cadre de l'entreprise. Effectivement, c'est pour ça que nous, on souhaite d'abord que les salariés reviennent. Et puis après, discuter d'accords de télétravail. Je pense que des accords de télétravail partiels vont être développés dans toutes les entreprises, parce qu'il y a quand même une aspiration forte des salariés, depuis qu'ils ont découvert le télétravail, à pouvoir sortir d'une logique qui était d'une logique d'être à son bureau tous les jours. Maintenant, il y a des implications sur l'état physique et moral des salariés qu'on commence à découvrir, et c'est pour ça qu'il faut le faire de manière très très progressive. On va terminer avec quelques chiffres. Vous savez, on est une chaîne financière. Bénéfice net de 2,6 millions d'euros l'an dernier, stabilisation de votre chiffre d'affaires avec, vous l'avez dit, une forte croissance du nombre d'abonnés purement numériques, 29% de hausse sur 2019. EBITDA positif pour la 3e année consécutive. Comment est-ce que vous voyez 2020 ? 2020, on fait tout pour que l'EBITDA soit positif également, en dépit de ce trou d'air qui a duré 3 mois. Mais notre préoccupation principale à Jérôme Fénéglio, à moi et à nos actionnaire, c'est 2 choses. D'abord, quelles que soient les mesures d'économie qu'on peut mettre en place, qu'elles n'obèrent pas les ressources rédactionnelles et la qualité d'innovation. Ce sont des actionnaires qui sont là pour le long terme, et ils souhaitent qu'on protège les rédactions et notre stratégie d'innovation. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on retrouve en 2021 le niveau de rentabilité qu'on avait avant, c'est-à-dire avec des EBITDA de l'ordre de 14-15 millions d'euros. On peut avoir un trou d'air en 2020, les banques nous ont suivis, l'ont financé, les actionnaires aussi, mais il faut absolument qu'on garde cette exigence de rentabilité financière qui est un des socles de l'indépendance du journal et du groupe. Mais ça passera par des mesures d'économie ? Ça passe par des mesures d'économie courantes, pas forcément par des mesures qui touchent les effectifs. On essaie aujourd'hui de protéger les effectifs et la taille du groupe, et de travailler avec les différentes directions pour s'adapter au nouveau contexte. Donc à ce stade, vous n'avez pas prévu de réduction d'effectifs ? Non. Au monde ? Non. Et comment est-ce que vous allez compenser alors les 30% de revenus publicitaires qui vont dépendre du marché publicitaire d'ici la fin de l'année ? D'abord, vous savez, la fin d'année est une période particulièrement forte pour le monde en termes de marché publicitaire, puisque 50% de nos recettes interviennent les 4 derniers mois. Donc on pense que s'il y a un début de rebond, on va protéger une partie de nos recettes. Par ailleurs, l'accélération de l'abonnement numérique compense une partie de cette perte. Donc on aura une perte en 2020 de chiffre d'affaires. Si 2021, on arrive à retrouver le niveau de rentabilité, on aura eu un trou d'air, comme ça peut arriver. Mais dans les médias, et plus globalement des entreprises, très souvent, les stratégies de stop and go, où vous investissez, puis vous arrêtez, vous faites partir, puis vous réinvestissez, sont des stratégies qui sont compliquées si vous essayez d'avoir une stratégie long terme. Le Monde, pendant 10 ans, entre 2000 et 2010, a perdu environ 10 millions d'euros par an. Depuis 2010 et l'arrivée des actionnaires, nous sommes rentables. On avait des niveaux de rentabilité assez importants. Tout en recrutant beaucoup de journalistes, on va essayer de rester sur cette dynamique et d'absorber le trou d'air actuel. Merci beaucoup, Louis Dreyfus, d'être venu en plateau aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes président du Directoire du Monde et de la coopérative des quotidiens.